L'antiracisme saisi par l'utopisme, de la mixophilie universelle à la créolisation du monde, par Pierre-André Taguieff. En débattant de l'avenir de notre civilisation, Michel Onfray et Michel Houellebecq ont inévitablement évoqué Jean-Luc Mélenchon et son éloge de la créolisation. Mais quels sont les ressorts idéologiques d'un tel mot quand il est employé dans un sens anthropologique et pas seulement linguistique? Nous avons demandé au politologue Pierre-André Taguieff, à qui l'on doit notamment le concept de mixophilie, de nous éclairer à ce sujet. En réaction contre la hantise du métissage, la mixophobie qu'on rencontre dans toutes les formes de racisme, les antiracistes, à quelques exceptions près, se sont mis à célébrer inconditionnellement le métissage jusqu'à finir par fonder une nouvelle religion politique que j'ai appelée naguère la mixophilie. Son objectif déclaré est de réaliser par la multiplication et la banalisation des croisements interraciaux l'unité réelle de l'espèce humaine, ce qui présuppose que les appartenances ou les identités raciales constituent des obstacles sur le chemin du cosmopolitisme. Mais la sacralisation du métissage érigé en méthode de salut pour le genre humain s'inscrit aussi paradoxalement dans une configuration idéologique plus vaste qui, centrée sur les questions identitaires, bénéficie d'une légitimation académique par la multiplication des studies, aux ethnic and racial studies, aux cultural studies, aux subaltern studies et aux post-colonial studies se sont ajoutés les mixed race studies. Les universitaires militants qui occupent des postes infléchissent la pensée critique dite postcoloniale dans le sens d'une dénonciation permanente de l'universalisme impérialiste et de l'humanisme colonial, européen, soumis à une déconstruction infinie. L'extension métaphorique des termes de métissage et d'hybridation au domaine des phénomènes culturels caractérisés par les contacts, les échanges et les emprunts culturels est devenue banale. Elle a donné lieu à ce qui a été appelé créolisation. Elle s'est opérée sur le mode de l'évidence, masquant la multiplicité des niveaux de représentation du processus nommé métissage, oscillant entre le biologique et le social. En outre, les théoriciens optimistes du métissage culturel, cultural hybridization, se sont multipliés dans les centres de recherche et les universités. À l'ère du réseau planétaire, de la mixité, de la rencontre ou du croisement des cultures, un mouvement nomade ou migrante, ne va-t-il pas de soi de recourir aux métaphores du mélange des couleurs ou du métissage, qui semble appeler au tissage ou au retissage permanent des races, des ethnies et des cultures pour fabriquer une humanité métissée ou créolisée? Est-ce en substituant salutairement des identités métisses postmodernes, belles comme des images multicolores, aux identités ethniques, monocolores, ténébreuses et convulsives, soupçonnées de provoquer des conflits ethniques, voire des nettoyages ethniques? Orthodoxe consensuelle. La doxa intellectuelle contemporaine est fondée sur 4 piliers, incarnant des valeurs et des normes jugées bonnes en elles-mêmes. Échange, dialogue, interdépendance, interaction, commerce, inclusion. Mélange, métissage, hybridité, mixité, créolisation, etc. Diversité, différence, identité, pluriel, multiculturel, pluriethnique, etc. Changement, mouvement, avancée, progrès, développement, évolution, croissance, mobilité, fluidité, nomadisme, innovation, etc. Chacun de ces socles axiologiques et normatifs fait l'objet d'un culte et à ce titre se traduit dans un discours d'éloge relativement autonome. La bien-pensance transpolitique ou le politiquement correct de base, disons l'orthodoxie consensuelle, se définit par l'addition de ces 4 objets de culte. Leur horizon commun est celui du cosmopolitisme. La culture woke en est l'héritière et le principal mode de vulgarisation dans un style hypermoral qui présente certains traits d'une nouvelle religion. Le wokisme tend à fusionner, non sans tension, avec cette forme idéologisée de puritanisme et de primitivisme qu'est l'écologisme,
qu'il faut soigneusement distinguer de l'écologie comme science de la Terre, notamment grâce à cet échangeur politico-intellectuel qu'est l'écoféminisme. Mais le quatrième pilier, le changement défini comme progrès, fait obstacle. C'est pourquoi il doit être redéfini comme un changement anti-progrès, c'est-à-dire anticapitaliste, anti-croissance, anti-productiviste et anti-techniciste, voire anti-science. Un changement qui ouvrirait des voies alternatives dans tous les domaines théoriques et pratiques. Tout est socialement construit, tout doit être déconstruit. Le bréviaire des intellectuels de gauche. Homo ideologicus aujourd'hui se reconnaît à ce qu'il célèbre en même temps, sans percevoir les contradictions engendrées, l'échange, le mélange, la diversité et le changement. Son épistémologie standard est empruntée au constructivisme social nord-américain, selon lequel tout ce qui est perçu comme réel ou comme naturel est le produit d'une construction sociale. Ce qui avait été un principe méthodologique s'est durci en évidence ontologique. On suppose que rien n'existe qui n'ait été socialement construit. Dans les dernières années du XXe siècle, la bonne nouvelle était enseignée partout dans l'espace universitaire. La réalité en général, la nature, le sexe, la femme en particulier, le genre, la maladie en général et la folie en particulier, la science, la criminalité, la violence, l'enfance, la famille, la race ou la nation devaient être tenus pour des constructions sociales. Les constructionnistes, fortement implantés dans le secteur des sciences sociales, ont passé une alliance durable avec les théoriciens de la déconstruction, philosophes professionnels pour la plupart, à l'instar de Jacques Derrida, qui, surtout dans les départements de langue, de linguistique et d'art plastique ou de cinéma, ont trouvé de nombreux disciples. Le partisan de la construction sociale de X, sujet type de multiples thèses fabriquées avec la même base référentielle, n'avait plus de contradicteurs publics. Sa victoire était totale dans les années 1990 et il a conservé aujourd'hui son pouvoir institutionnel en dépit des critiques dirimantes qui ont pris pour objet les théorisations des déconstructionnistes, constructionnistes qu'on retrouve dans la littérature néo-féministe, décoloniale et écosophique. L'intellectuel militant peut renforcer le vertuisme de son discours synthétique en s'affirmant en outre résolument démocrate, à condition de préciser qu'il importe avant tout de démocratiser la démocratie, de se mettre avec humilité à l'écoute du peuple, non pas le populus, mais la plebs, ou des peuples opprimés, exploités, etc., de se montrer soucieux du sort des minorités, quelles qu'elles soient, de prouver qu'on est un défenseur acharné des droits humains en évitant l'expression incorrecte, droits de l'homme, qu'on est engagé dans une lutte sans merci contre le racisme, plus précisément le néonazisme, le sionisme et l'islamophobie, préoccupé par l'avenir de la planète, menacé par l'idéologie productiviste et le capitalisme prédateur, etc. L'hyperconstructionnisme contemporain consiste à faire un pas de plus en postulant que rien ne mérite d'exister qui n'ait été socialement construit. Dès lors, pour rendre une réalité quelconque acceptable, il faut commencer par la déconstruire pour mieux la reconstruire de fond en comble. Ce révolutionnarisme des intellectuels s'est politisé en inspirant les divers courants du postcolonialisme, du décolonialisme, du féminisme intersectionnel et de la théorie critique de la race. Partout, l'amour du métissage. Dans cette configuration politico-culturelle, la mixophilie occupe une place privilégiée mais problématique et ambiguë en tant que fondement de valeurs et de normes justifiant des interdits fondés sur le politiquement correct et assortis de divers types de sanctions institutionnelles. L'exemple le plus trivial est fourni par l'argument mixophile tel qu'il intervient dans la lutte antiraciste, où il est sollicité de plusieurs manières. Pour nier l'existence des races chez l'homme, nous sommes tous des métis, ou pour déterminer un type physique humain idéal et en valeur normative, qui ne peut être qu'un type métissé. La blancheur ou la blanchité, voilà l'ennemi. L'insupportable monochromie ne concerne que les blancs, occidentaux, européens, français de souche. Cette construction sociale répulsive qui regroupe toutes les populations d'origine non immigrée
soit les mauvais autochtones. Autre exemple, le recours à la mixophilie pour lutter contre l'homophobie, alors même que les deux luttes n'ont rien à voir entre elles. La mixophilie est ainsi devenue le drapeau du nouveau parti du bien. Considérons l'argument avancé le 4 octobre 2010 par un responsable de l'établissement Le Cargo, Caen, pour justifier son refus d'accueillir comme prévu le 7 octobre 2010 le groupe de rap Section d'Assaut accusé de tenir des propos homophobes. Les valeurs que nous défendons, déclare-t-il, sont les valeurs de mixité, de métissage, de mélange. On pourrait ironiser sur cette étrange défense de l'homosexualité par la mixité et sur le rapprochement incongru de ces axiomes idéologiques. L'homophobie, c'est mal. Le métissage, c'est bien. Pour les mixophiles, le seul bon sens, c'est le sang mêlé. La conclusion est la suivante. En optant pour le métissage et le rejet de l'homophobie, les antiracistes sont des représentants du bien. Sur un tout autre front, celui de la gastronomie, on rencontre avec gourmandise le métissage culinaire, célébré par le chef étoilé Olivier Rollinger, qui l'oppose au monde immobile, amer et renfermé, conservateur, traditionnaliste. La révolution culturelle d'aujourd'hui est résolument bougiste, mélangiste, inclusiviste et échangiste. Les traductions politiques de la gnose mixophile permettent d'identifier désormais la gauche dite sociétale, privilégiant les thèmes culturels et moraux tels qu'ils sont formulés par les néo-féministes et les néo-antiracistes. L'antiracisme français, qui était jusqu'au début des années 1980 aveugle à la couleur au nom de l'universalisme égalitaire de tradition républicaine, s'est transformé en un antiracisme mixophile, prônant le métissage comme une norme majeure. Deux slogans antiracistes, se présentant comme des définitions mixophiles de la nation française, ont été massivement diffusés lors de la Seconde Marche pour l'égalité 1984. La France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il lui faut du mélange. Super, la France marche au mélange. Lors d'une manifestation de SOS Racisme en novembre 1987, on pouvait voir une banderole portant l'inscription caricaturalement mélangiste. Couscous, pizza, cassoulet, paella, même combat. On lisait en février 2007 sur le site officiel de SOS Racisme, ouvrez les guillemets, nous opposons au communautarisme et au racisme, le métissage et l'antiracisme. Faire de notre pays une terre de métissage pour que les gens se battent sur des perspectives positives en ayant la volonté de bâtir la République métissée. Fermez les guillemets. Candidate à l'élection présidentielle de 2007, Ségolène Royal a montré qu'elle s'efforçait à son tour d'ajuster son discours aux valeurs censées être celles de son auditoire, en recourant à des métaphores sloganisées, par exemple celle de la France métissée. En visite aux Antilles, fin janvier 2007, Mme Royal, après s'être prononcée pour la reconnaissance des identités, a déclaré vouloir être aussi la présidente d'une France métissée qui s'amuse comme telle, qui s'assume comme telle. Le discours démagogique se reconnaît au fait qu'il ne respecte pas le principe de non-contradiction et véhicule en même temps des propositions contraires ou contradictoires. Qu'importe la contradiction aux démagogues, pourvu qu'ils fassent rêver en célébrant confusément, comme lors de la finale de football gagnée par l'équipe Black Blanc Beurre hexagonale, la France de toutes les couleurs, la France métissée ou la République multicolore. Le 24 janvier 2012, au nom de l'association Terra Nova, Mark Shebson et Olivier Ferrand publiaient dans Respect Mag un éditorial intitulé « France métissée 2012, l'appel aux candidats ». La chance de la France. Dans la rhétorique d'origine antiraciste réinvestie dans le discours politique orthodoxe, on rencontre ainsi à la fois un éloge immodéré de la diversité, accompagné d'un appel à respecter cette dernière, et une célébration quasi religieuse du métissage, présenté comme un fait positif et comme un programme d'action enthousiasmant. On en trouve un exemple dans un passage hautement significatif du discours de Nicolas Sarkozy à l'École polytechnique le 17 septembre 2008. Il s'agit d'un hymne au métissage supposé créateur de la France. Un métissage à la fois ethno-racial et culturel, célébré comme ayant eu lieu dans le passé et préconisé comme méthode de salut pour l'avenir. Ouvrez les guillemets.
Quel est l'objectif? Cela va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le 21e siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. Disons les choses comme elles sont, jamais le métissage. La France a toujours été, au cours des siècles, métissée. La France a métissé les cultures, les idées, les histoires. Et l'universalisme de la France n'est rien d'autre que le fruit de son constant métissage. Fermez les guillemets. À Marseille, le 14 mars 2012, lors d'un meeting en plein air, devant des dizaines de milliers de personnes encadrées par des drapeaux rouges et scandant « Résistance, résistance », l'eurodéputé Jean-Luc Mélenchon, devenu tribun du peuple, galvanisé par des sondages le donnant à 14-15% des intentions de vote, commençait par s'écrier, le poing levé et tout sourire « Citoyens, comme vous êtes émouvants, grand beau !» Puis le tribun lançait à la foule, sa foule, quelques slogans flatteurs. « Marseille est la plus française des villes de notre République. Et Marseille nous dit que notre chance, c'est le métissage. » Saluant les Arabes et les Berbères sous les Youyous, en affirmant que les peuples du Maghreb sont nos frères et nos sœurs et qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans eux. Le message est clair, l'avenir, c'est le métissage. Mais cet avenir radieux est déjà porté par un présent prometteur. Le métissage est ce sans quoi la France ne peut plus vivre, en même temps que ce par quoi elle peut vivre mieux. Le salut du peuple français consiste à se changer par le métissage. On savait grâce à Bernard Stasi que l'immigration était une chance pour la France. On doit désormais savoir, grâce au meneur de foule Jean-Luc Mélenchon, que le métissage est la chance de la France. Le salut par la créolisation. Opposé par Jean-Luc Mélenchon au récit catastrophiste du grand remplacement théorisé par Renaud Camus et exploité politiquement par Éric Zemmour, le grand récit de la créolisation du monde et de la France en particulier est devenu l'un des principaux mythes attractifs contemporains, du moins dans le milieu des élites, de gauche comme de droite, favorables à la mondialisation. Mais l'idée de créolisation a une histoire, voire une préhistoire. C'est à l'intersection de la littérature et de la politique qu'est apparu un mouvement culturel de langue française centré sur la promotion de la créolité. En 1989, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, trois figures littéraires antillaises, publiaient leur éloge de la créolité qui semblait sonner le glas des classiques éloges de la négritude de la génération d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor. D'entrée de jeu, les trois auteurs affirmaient leur identité collective. Ni européens, ni africains, ni asiatiques. Nous nous proclamons créoles. Le propos de l'ouvrage manifeste était de définir la créolité en tant qu'identité complexe, par opposition à une universalité trompeuse en son abstraction autant qu'à une négritude réductrice. Nous déclarons que la créolité est le ciment de notre culture et qu'elle doit régir les fondations de notre antillanité. La créolité est l'agrégat interactionnel ou transactionnel des éléments culturels caraïbes, européens, africains, asiatiques et levantins, que le joug de l'histoire a réunis sur le même sol. Notre histoire est une tresse d'histoire. Du fait de sa mosaïque constitutive, la créolité est une spécificité ouverte. Le principe même de notre identité est la complexité. N'est-ce pas la retrouver dans un tout autre contexte, la vieille notion d'une multiplicité dans l'unité, par laquelle certains philosophes ou théoriciens politiques croyaient naguère pouvoir définir les États-Unis dans leur spécificité? Dès lors, le modèle de la diversité dans l'unité serait-il lié à la gestion pragmatique du pluralisme dans les sociétés créoles? N'est-il pas doté d'une extension trop grande? Les mailles du filet conceptuel ne sont-elles pas trop larges? Il y a plus significatif. L'éloge de la créolisation par ces trois écrivains antillais ne se limitait pas à l'espace littéraire. Il débordait le champ esthétique pour s'ériger en vision du monde.
comprenant une éthique et une politique. L'Occident, le grand Satan. C'est cette vision ambitieuse qu'on trouve dans l'œuvre de l'écrivain essayiste Édouard Glissant, qui commence son traité du Tout-Monde 1997 par cette célébration du métissage. La pensée du métissage, de la valeur tremblante, non pas seulement des métissages culturels, mais plus avant des cultures de métissage, qui nous préservent peut-être des limites ou des intolérances qui nous guettent et nous ouvriront de nouveaux espaces de relations. L'hybridité est ainsi valorisée à l'extrême comme expérience humaine, méthode d'invention et de création, et aussi comme style de vie caractérisé par sa richesse et son ouverture. C'est là suggérer qu'une existence métissée constitue la plus haute forme de l'existence humaine. Le métissage, métaphoriquement généralisé, tend ainsi à devenir une méthode de salut. Le mot métissage lui-même prend une valeur magique. Il est invoqué comme une force agissante. Le discours mixophile se fait à la fois militant et prophétique sous la plume d'Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. Mais le sens se perd dans l'accumulation de formules obscures telles que la créolisation est un métissage en bouleversement avec des résultats inattendus. Toute beauté est relation, où il n'y a de puissance que dans la relation, et cette puissance est celle de tous. Il y a là l'expression d'une certaine naïveté, dont le principe consiste à croire qu'on échappe à l'essentialisme en affirmant la beauté de la créolité comme mouvement au processus, c'est-à-dire comme créolisation. Mais la relation elle-même peut être essentialisée, contrairement à ce que semblent croire ces deux militants prophètes. Comment ne pas voir qu'il s'agit là de facilités rhétoriques reconduisant des illusions persistantes? Dans un entretien publié par Le Monde 2 en 2005, l'écrivain mage Édouard Glissant nous annonce la bonne nouvelle. L'Europe se créolise. La créolisation étant à ses yeux un processus positif, sa progression universelle, jugée par lui irréversible, doit être considérée comme un progrès. Telle est sa pensée unique. Il commence donc par formuler un diagnostic optimiste sur la situation du monde en cours de créolisation. Nous vivons dans un bouleversement perpétuel où les civilisations s'entrecroisent, des pans entiers de culture basculent et s'entremêlent, où ceux qui s'effraient du métissage deviennent des extrémistes. C'est ce que j'appelle le chaos monde. Je crois que seules des pensées incertaines de leur puissance, des pensées du tremblement où joue la peur, l'irrésolu, la crainte, le doute, l'ambiguïté, saisissent mieux les bouleversements en cours. Des pensées métisses, des pensées ouvertes, des pensées créoles. Puis il donne en guise de définition de la créolisation cet éloge impressionniste et allusif. La créolisation, c'est un métissage d'art ou de langage qui produit de l'inattendu. C'est une façon de se transformer de façon continue sans se perdre. C'est un espace où la dispersion permet de se rassembler, où les chocs de culture, la disharmonie, le désordre, l'interférence deviennent créateurs. C'est la création d'une culture ouverte et inextricable qui bouscule l'uniformisation par les grandes centrales médiatiques et artistiques. Hormis quelques variations rhétoriques sur le même thème et diverses broderies de style littéraire à appuyer, nous n'en saurons pas plus sur la notion clé du grand écrivain antillais, disparu le 3 février 2011. Le concept n'était assurément pas son fort. Dans de courts textes d'intervention des années 2000, éloignés de la philosophie non moins que de la poésie et publiés en coédition avec l'Institut du Tout-Monde, Glissant et Chamoiseau paraissent entonner sans se lasser les mêmes hymnes et les mêmes prières et aussi les mêmes imprécations, comme s'ils s'étaient transformés en officiants du culte de la déesse identité-relation ou du divin métissage, et en dénonciateurs des figures de Satan, le contraire et l'ennemi de tout monde. Satanisation de l'identité toujours fixe du mur identitaire qui affirme les deux prophètes à l'évidence soucieux de ne rien oublier du calvaire de l'histoire mondiale, a donné les éternelles confrontations de peuples, les empires, les expansions coloniales, la traite des nègres, les atrocités de l'esclavage américain, les horreurs impensables de la Shoah et tous les génocides connus et inconnus. Mais, bien entendu, parmi tous les coupables, c'est à l'Occident que revient la palme. Le côté mûr de l'identité a existé, existe encore dans toutes les cultures, chez tous les peuples, mais c'est en Occident qu'il s'est avéré le plus dévastateur.
sur l'amplification des sciences et des technologies. Venant de celui qui a dirigé le courrier de l'UNESCO de 1982 à 1988, cette mise en accusation de l'Occident, berceau du racisme, n'a rien de surprenant. Le grand Satan des penseurs du métissage salvateur, c'est l'Occident. Il faut distinguer cependant le recours à la créolisation comme concept ou modèle descriptif en sciences sociales qui fait l'objet de discussions savantes, de ses usages idéologico-politiques ou politico-culturels, plus ou moins fantasmatiques et démagogiques. Pour les idéologues de la créolisation, il s'agit d'en finir avec le racisme, le nationalisme et la xénophobie, et plus généralement avec la haine, la peur et le mépris entre les groupes humains, en s'attaquant à leurs causes profondes supposées. La vision essentialiste des identités collectives, censée empêcher les interactions, les croisements et les hybridations qui définissent les bons changements. La question démographique est dès lors secondaire, tandis que les inquiétudes portant sur l'identité nationale et les effets négatifs de l'immigration sont réduits à des fantasmes. Disparition des races. Dans cette perspective, l'immigration est perçue comme un enrichissement et l'assimilation comme une abomination, ce qui revient à considérer comme une évidence ce que Marcel Gaucher appelle la légende noire de l'assimilation qui s'est mise en place dans les années 1970, faisant de l'assimilation une forme d'ethnocide. L'objectif militant est d'effacer les différences intergroupes potentiellement conflictuelles en vue d'unifier et de pacifier le genre humain par le mélange généralisé au niveau somatique comme au niveau culturel. La question du métissage, du croisement ou de l'hybridation est ainsi revisitée dans une perspective positive, ce qui rompt avec une tradition mixophobe postulant que le métissage est une cause d'abaissement, de médiocrisation et de déclin, voire de décadence finale. Il faut souligner en effet que l'idée de la créolisation du monde est le produit d'une inversion de la mixophobie gobiniste en une mixophilie rédemptrice. Le métissage biologique est censé faire disparaître les races distinctes, cause supposée de conflits, et les hybridations culturelles sont censées effacer les barrières entre cultures fermées sur elles-mêmes, source d'incommunication et d'incompréhension. Avenir et utopie. La créolisation rendue possible par l'immigration est le nom d'une régénération, nouvelle promesse d'un avenir radieux. L'utopie est celle de la création progressive, jugée inévitable, d'un peuple nouveau. Il fallait déconstruire le vieux peuple français pour que puisse être reconstruit le peuple créolisé. Longtemps défendu par une extrême gauche puisant dans la rhétorique compassionnelle faisant de l'immigré une victime, l'immigration est désormais célébrée comme un précieux apport de richesse culturelle ou comme un don de sang nouveau et régénérateur. Le tout voué à fusionner pour faire naître la France de demain. Le 21 septembre 2020, à l'occasion du lancement du think tank néo-gauchiste baptisé Institut La Boétie, Jean-Luc Mélenchon, disant réagir contre l'obscurantisme et ce, en pleine zémorisation de l'espace intellectuel, a résumé sa vision enchantée de la société française en cours de créolisation. Notre peuple s'est créolisé. Vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le savoir, vous ne voulez pas en entendre parler. Vous n'avez pas vu comment était le peuple français aujourd'hui? Vous ne savez pas qui c'est? Vous ne vous baladez jamais? Bien sûr, le peuple français a commencé une forme de créolisation qui est nouvelle dans notre histoire. Mais il ne faut pas en avoir peur, c'est bien. On avance, on bouge, on respire, on vit. Au cours de son débat avec Éric Zemmour sur BFM TV, le 23 septembre 2021, Jean-Luc Mélenchon a rejeté l'assimilation comme une chimère. L'assimilation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la créolisation. Et on passe par des étapes. À l'en croire, ce processus socialement observable produit une culture commune dont on attend qu'il la définisse précisément si la chose est possible. Des illustrations telles que la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion ne constituent pas des définitions. Mais d'entrée de jeu, une première objection fondamentale s'impose. On peut considérer en effet que la créolisation implique un ethnocide, puisque la population et la culture créolisée sont censées remplacer la population et la culture française traditionnelle non créolisée. Il s'agit bien d'un remplacement qu'il faut interpréter de deux manières. Mettre à la place de et de prendre les places à.
Le processus de créolisation implique une forme de dégagisme populationnel et culturel. De phénomènes supposés observables, la créolisation se transforme en une méthode permettant d'accomplir un changement de population et un changement d'identité collective, célébré comme un progrès en ce qu'ils sont censés d'accomplir une d'essentialisation des représentations sociales. C'est là présupposer que le modèle antillais est un modèle normatif, en même temps qu'une nouvelle loi de l'histoire, en tant que processus amélioratif inéluctable. Le 23 octobre 2021, à Lille, Anne Hidalgo concluait ainsi son premier discours de campagne présidentielle. Je serai la présidente de cette France métissée et rassemblée, car c'est l'union qui fait la France. La France métissée de la candidate Hidalgo se confond avec la France créolisée du candidat Mélenchon. Le bon mélange fait le bon changement qui fait perdre aux citoyens français toute la mémoire historique étrangère à la criminalisation rétrospective du passé de la nation française. La société multiculturelle est présentée comme un fait observable et désirable. L'idée d'une identité française est expulsée du domaine des récits acceptables. Le même processus peut donc être vu avec les yeux de l'amour et baptisé créolisation ou encore et contradictoirement diversité croissante et métissage, soit ce processus subtilement monstrueux que j'ai baptisé ironiquement le divertissage, ou bien rejeté avec un sentiment d'horreur et être baptisé grand remplacement. Le métissage salvateur. À la mythologisation de l'identité nationale menacée telle qu'elle est politiquement exploitée à droite par les théoriciens du grand remplacement, s'oppose ainsi à gauche une nouvelle mythologisation du métissage salvateur, censée faire heureusement disparaître les identités collectives qui divisent le genre humain. Mais l'on peut formuler une autre hypothèse sur l'objectif politique réel et la stratégie des idéologues néo-gauchistes de la créolisation en France. Favoriser par tous les moyens le grand remplacement pour prendre le pouvoir. Invité du grand rendez-vous d'Europe 1 CNews Les Échos le 26 juin 2022, Alain Finkielkraut a ainsi accusé les dirigeants de LFI de complaisance à l'égard de l'islamisme et de l'antisémitisme, puis a déclaré « Il mise sur le grand remplacement pour arriver un jour ou l'autre au pouvoir ». Dans cette perspective, l'éloge de la créolisation ne serait qu'une arme rhétorique destinée à faire diversion, quelque chose comme un masque pseudo-antiraciste. Le vrai combat étant ailleurs, construire une majorité sur des bases ethniques et religieuses particulières, immigration d'origine extra-européenne et islam, afin d'accéder au pouvoir. Tel serait le projet politique clientéliste de type ethno-communautariste qui reste à ce jour informulé pour des raisons facilement compréhensibles, de Jean-Luc Mélenchon et des dirigeants de la France insoumise, LFI. Cette majorité électorale désirée ne pourrait se former qu'en rassemblant autour d'un bloc de gauche, dont la NUPES, alliance électorale de circonstance, est l'esquisse, les voix des citoyens français issus de l'immigration extra-européenne et des musulmans. D'où le discours immigrationniste et islamophile de la nouvelle extrême gauche, le néo-gauchisme tel qu'il s'est construit au cours des 30 dernières années. Un discours démagogique qui consiste à prétendre représenter et défendre les victimes du néolibéralisme et du racisme systémique, c'est-à-dire tous les exclus, les précarisés, les exploités, les discriminés et les racisés. Le fait observable, ainsi aussi remarquable qu'inquiétant, c'est la conjonction des immigrationnismes de gauche et de droite. Les révolutionnaires, les internationalistes et les idéologues néolibéraux du marché mondial défendent le principe d'une ouverture sans limite de tous les pays à tous les migrants qui désirent s'y installer. On pourrait parler ici d'une tenaille anti-identitaire. La destruction des États-nations est au centre de leur programme commun. Au cœur du néo-antiracisme, l'utopie mixophile. À travers un certain nombre d'extensions et de déplacements du mode de pensée essentialiste, c'est constitué un dogmatisme mixophile qui n'a rien à envier à l'imaginaire mixophobe situé au cœur du vieux racisme biologisant. Le statut de l'énoncé constatif, c'est un métis, ne diffère en rien de celui d'énoncé tel que c'est un blanc ou un européen ou c'est un noir ou un africain. Dans les trois cas, le mode constatif peut être soupçonné de masquer une essentialisation des catégories évoquées. Mais l'essentialisation du métis s'est accompagnée d'un processus de valorisation du type métissé. La supériorité du métis est attribuée à la pluralité de ses origines, censée définir la richesse incarnée
par ce type humain échappant à la triple malédiction de l'un, de l'homogène et du pur. Bref, au racisme mixophobe, consensuellement reconnu, rejeté et dénoncé, s'est ajouté un racisme mixophile qui reste socialement non reconnu comme tel, tout en étant indirectement valorisé à travers les éloges consensuels du mélange, de l'hybridation, du métissage ou de la créolisation, et ce, au nom de l'antiracisme, position qui reste moralement confortable en dépit des critiques qui l'ont prise pour objet. Le mode de pensée essentialiste n'affecte donc pas seulement l'imaginaire mixophobe. Il peut se réinvestir dans la célébration du type métissé, érigé en type humain supérieur, objet d'une préférence morale et esthétique. On doit à Jacques Attali, exposant sa vision normative du présent et de l'avenir, d'avoir formulé en 1996 une frappante synthèse idéologique du bougisme, du novisme et de la mixophilie ou du mélangisme, qu'il célèbre comme une révolution culturelle. L'acceptation du neuf comme une bonne nouvelle, de la précarité comme une valeur, de l'instabilité comme une richesse, la création de cette tribu de nomades sans cesse adaptables, libérant mille énergies et porteuses de solidarités originales. Telle est, depuis les années 1980, la forme hégémonique du messianisme des élites. Dans un article incisif, Stéphane Perrier, après avoir souligné comment le bien est désormais dans l'affirmation de l'autre et le mal dans l'affirmation de soi ou du nous, qui produit de la culpabilité, caractérise la mixophilie comme nouvelle religion de salut qui fait de l'impureté ethno-raciale un mode de régénération des vieux peuples blancs. L'aspect le plus saillant de ce phénomène est sans doute le culte actuel du métissage, dans lequel on reconnaît aisément le renversement du culte nazi de la pureté. Le métis est l'homme nouveau de notre temps comme l'arien était celui du Troisième Reich. À l'exaltation délirante de la race blanche par les nazis répond aujourd'hui l'excès contraire, une condamnation sans appel. Le métissage est considéré comme un besoin vital de la race blanche qui, après s'être vu intimer l'ordre de se préserver des autres races sous peine d'un inévitable déclin, doit désormais trouver son salut, toujours contre un déclin autrement inévitable, dans le brassage permanent de ces gènes, sarment desséchés que seuls les apports extérieurs peuvent encore revivifier. Effacement des origines. Dans l'imaginaire révolutionnaire, émancipationniste restructuré par le néo-antiracisme, qu'il s'agisse de sa version académique ou de ses traductions militantes, la lutte finale contre les discriminations raciales a remplacé la lutte des classes et la promesse d'une société sans classe. L'égalitarisme du mélange parfait a remplacé l'égalitarisme de la société des égaux. Le nouvel horizon de l'émancipation est le mélange égalitaire des groupes humains, peuple, nation, ethnie, race. La vieille promesse antiraciste de la fusion des races par les croisements interraciaux généralisés ou de l'assimilation universelle, déracialisante, théorisée dès la fin du XIXe siècle, prend l'allure de l'objectif final d'un programme révolutionnaire en cours de réalisation. L'utopie du métissage égalitaire est la dernière version de l'utopie de la libération. Les hommes doivent sortir de l'esclavage des appartenances, l'appartenance raciale étant la plus lourde des appartenances. Ou selon le poncif néo-antiraciste, ils doivent cesser d'être assignés à résidence identitaire. Or, si les hommes doivent se libérer des limites imposées par leurs appartenances de groupe, leur dernière chaîne, comment mieux le faire qu'en effaçant toutes les marques somatiques et culturelles de leurs identités collectives. Tel qu'il est fantasmé par les néo-antiracistes, le métissage parfait fabrique des individus sans appartenance visible. Pour de nombreux activistes enthousiastes, le projet de effacement des origines et des identités serait en passe de se réaliser. C'est la grande révolution finale de l'égalité universelle, l'égalisation comme indifférenciation. Mais c'est là une illusion militante. L'indifférenciation rêvée, censée empêcher toute catégorisation hiérarchisante, ne se réalise jamais. Elle ne fait que rebattre les cartes du système des différences possibles. D'autres catégorisations surgissent inévitablement à partir de petites différences jusque-là invisibles. Et toute différence perceptible est susceptible d'être interprétée comme différence de valeur. En témoigne le cas du Brésil où les utopies mixophiles se sont heurtées à la réalité persistante des micro-différences raciales, ainsi qu'à de nouvelles revendications identitaires fondées sur les origines.
Le métissage parfaitement indifférenciateur et égalisateur n'est qu'une utopie qui n'a cessé de jouer le rôle de l'opium des intellectuels antiracistes. Métaphore trompeuse. La nouvelle scène mixophile s'oppose à la vieille scène mixophobe tout en reconduisant certains présupposés, notamment d'ordre racialiste. Il y a une ruse de l'histoire intellectuelle qu'on peut ainsi définir. Le mode de pensée essentialiste n'affecte pas seulement l'imaginaire mixophobe, il peut se réinvestir dans la célébration du type métissé, érigé en type humain supérieur, objet d'une préférence morale, esthétique et politique. S'il est vrai, comme l'affirment Lakoff et Johnson, que les humains ne peuvent penser sans recourir à des métaphores, il reste à régler l'usage de ces dernières. Car, non contrôlées, les métaphores peuvent servir à masquer ou à déformer les phénomènes qu'elles permettent de catégoriser. Par exemple, l'éloge du métis Obama, érigé en messie, a pu avoir pour effet, ni voulu ni prévu, de cacher la réalité des conflits ethno-raciaux aux États-Unis en laissant croire que le problème de la race n'y existait plus, qu'il y était désormais dépassé. Dans l'après-Obama, sous le règne de Donald Trump, le voile mixophile a été brutalement arraché pour donner à voir une société profondément divisée sur des bases raciales, où les conflits les plus violents opposent noirs et blancs, afro-américains et caucasiens. Le mythe d'une Amérique post-raciale s'est dissipé en même temps que s'est effondrée l'utopie d'une Amérique transraciale. Dans le jeu des phobies et des philies, les inversions simples ou les renversements dans le contraire ne peuvent produire que des solutions illusoires. L'enfermement dans le cercle des passions exclusives et des croyances dogmatiques est le même quand on bascule de la xénophobie à la xénophilie ou de la mixophobie à la mixophilie. La xénophilie et la mixophilie sont aussi des machines à fabriquer les ennemis, au nom du bien ou de la vertu. Des croisements au